C'est le retour des vidéos rétro manga. C'est au tour du rétro seinen juste après le générique. Une poignée d'entre vous a demandé que le rétro seinen fasse suite au rétro shonen. Le boulot me semblait un peu trop laborieux, connaissant la diversité des maisons d'édition et de leurs titres plus ou moins connus. Puis, le plaisir de me projeter dans mes souvenirs a pris le dessus. Du manhwa et du manhwa seront incorporés dedans, ainsi que du shoujo, parce qu'on va parler d'une époque où les genres n'étaient pas aussi marqués, du moins au début. Ne vous attendez pas non plus à un listing de tous les mangas parus en France des années 90 à 2000. Je vais m'attarder sur les plus marquants, bien que durant cette première décennie, la plupart l'ont été ou le seront à l'avenir. Sur ce, on ne perd pas plus de temps et on commence de suite avec l'inévitable en 1990. Akira, le manga culte par excellence. Je suis toujours étonné d'entendre ou de lire que le dessin peut rebuter au premier coup d'œil. Pire, que certaines personnes, voire des youtubeurs manga, ne se soient jamais attardés dessus. Cela me fait penser à cette première impression qu'on pouvait avoir en ouvrant le tome 1 de Monster. On n'était pas prêt. Aujourd'hui, Naoki Urasawa, les gens ne se posent plus de questions. Il faut le lire. Bon, faites-moi confiance. Katsuhiro Otomo avec Akira, il faut l'avoir lu. Oui, le film est superbe, mais il faut vraiment le lire, vous ne le regretterez pas. Si on vous dit que c'est culte, ce n'est pas pour rien, et ne me sortez pas vos histoires de nostalgie, on parle manga ici, pas des jeux vidéo des petits, que ce soit de foot ou d'autres, attrapez-les tous. Pour rappel, en 1990, Akira débarquait dans nos kiosques dans une édition similaire à celle des premières éditions de Dragon Ball. Dans le même temps, Glénat nous proposait une édition cartonnée en format BD et en couleur. Pour ma part, c'est avec cette édition que j'ai découvert le manga Akira, après avoir découvert la licence lorsqu'elle était diffusée sur Canal+. De souvenir, c'est à la même époque que la diffusion de Danse avec les loups, donc je dirais aux alentours de 92-93. Cette édition full color, j'ai dû la lire entre 95 et 96, en tout cas tous les tomes étaient déjà sortis. Elle est inspirée d'une adaptation américaine qui était responsable de la colorisation, et aujourd'hui encore, je n'ai pas encore réussi à m'en défaire car je lui trouve un certain charme, même si l'œuvre en noir et blanc met bien plus en valeur le trait de Katsuhiro Otomo. Cette dernière sera éditée par Tom dans son format d'origine en 1999, et c'est seulement en 2016 qu'on nous proposera la version originale, c'est-à-dire qui déjà se lira dans le sens de lecture originale et avec une jaquette. En 91, Domu, Rêve d'enfant, donc c'est la seconde œuvre de Katsuhiro Otomo éditée en France. Je n'ai pas souvenir de l'avoir lu à l'époque de la sortie du premier tome. Je remédierai à ça lorsque Glénat remettra à l'honneur le mangaka, puisqu'une collection anniversaire de ces mangas est sortie au Japon il y a peu. Il y a donc de fortes chances que celle-ci voit le jour chez nous. Sinon, j'ai cru voir le tome 1 dans ma médiathèque. Voilà, il n'y a plus qu'à. Dites-vous qu'entre les années 91 et 93, il n'y a exclusivement que du Katsuhiro Otomo avec Akira, édité par Glénat, et les tomes de Domu, Rêve d'enfant, édité par Humanoid Associé. Par la suite, il y aura en 93 l'arrivée de Dragon Ball dans les kiosques, édité par Glénat dans le même petit format que Akira. Mais 93, c'est aussi Candy Candy, le premier shoujo, qui sera édité en 9 tomes par Kodansha France. Ouais, et qui se partagera cette année l'exclusivité du marché français avec Dragon Ball jusqu'aux années 94. Et donc en 94, il y a Ogenki Clinic. À ma connaissance, ce sera le premier hentai édité en France et il aura eu son petit succès. Il était beaucoup axé sur l'humour et en vrai de souvenirs, on voyait pas grand chose. À cette époque, de toute façon, les hentai étaient tous censurés. Voilà. 1994, c'est également Appleseed. Cette licence est la première œuvre du mangaka Masamune Shirow qui mêle habilement géopolitique et cyberpunk. Il met en scène une jeune femme et un cyborg pour former un véritable duo de policiers. Tous deux sont des survivants de la Troisième Guerre mondiale et maintenant, ils s'acharnent à rétablir l'ordre à coups de gunfight. C'est une œuvre que j'aimerais bien redécouvrir dans une réédition à l'image de ce que Glénat a proposé pour Ghost in the Shell. À l'époque, plus facile d'accès, je préférais cette licence à cette dernière. En ce qui me concerne, me remémorer le manga qu'on lisait soit dans le Kamea, le magazine de prépublication de Glénat, soit dans le même format BD qu'Akira, il y a un souvenir olfactif, comme un parfum qui me transporte à cette époque de ces collections d'animés distribuées par Manga Vidéo, et qui se nommera également Manga Mania lorsqu'elle sera disponible dans les kiosques. Puis comment ne pas repenser au chat humanoïde de Dominion et New Dominion Tank provenant de cette collection de vidéos.
qui, comme Appleseed et Ghost in the Shell, sont des animés tirés des mangas de Masumine Shiro. Il en sera de même pour Orion, qui en 1994 donc sera publié à la même année. On retrouve de nouveau le mangaka Masumine Shiro avec cette autre licence cyberpunk. Dans le doute, il ne me semble pas l'avoir lu. À l'instar de Akira, Glénat continue de nous proposer un format BD cartonné. En 1994, il y a Takeru. Alors là, je vous avoue être passé totalement à côté. Édité par Dynamic Vision, ce manga en 2 tomes de Buichi Terasawa, donc du père de Cobra, sera paru en France avant ce dernier. Aujourd'hui, il est édité par Isan Manga, mais jusqu'à maintenant, je me suis encore jamais procuré d'œuvre de cette maison d'édition, donc je n'ai toujours pas lu Takeru, créé 15 ans après Cobra. En 1995, il y a également Striker, encore un titre qui a fait les beaux jours du magazine de prépublication Kamea. Il est aussi connu sous le nom de Springan, du moins en animé. J'ai dû lire quelques chapitres, j'ai très peu de souvenirs car la série n'est pas allée bien loin, seulement 2 tomes sont sortis sur 11 parus au Japon. Mais il est tout à fait possible que cela change d'ici peu car il m'a semblé lire une news qui parlait d'une nouvelle version animée de la licence. En 1995, c'est Angel. Je refais un petit écart en taille, cette fois-ci, c'est pas des moindres, puisque ce titre d'Ujun aura défrayé la chronique. Les autorités publiques ont tout fait pour que cette licence ne soit plus exposée dans les vitrines des magasins spécialisés, mais concrètement à l'époque, cela visait particulièrement la célèbre librairie parisienne Tonkam. Il y a de quoi s'arracher les cheveux lorsque, plus jeune encore, à chaque kiosque parisien étaient exposés les magazines pornographiques avec des femmes nues et des jambes écartées et les nénés à l'air. C'est même grâce à ces mêmes magazines affichés aux yeux de tous que j'ai compris ce que voulait dire le mot chatte. Voilà, puisque je savais lire. Heureusement qu'il prenait soin de la jeunesse. 1995, c'est également Cyber Weapon Z, donc mon premier manhwa, donc ce que l'on pourrait nommer de manga chinois, et la particularité était d'être en full color. Andy Seto, le manhwaka, était juste exceptionnel. Le titre nous était proposé par Tonkam dans une édition que l'on nommerait aujourd'hui Deluxe, car cartonné et bien évidemment en papier glacé. En 1995, RG Veda. Alors oui, c'est un shoujo, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et je découvre les relations ambiguës entre personnes du même sexe. Je tentais d'y voir une relation fraternelle ou paternelle, alors qu'elle était surtout protectrice. Voilà. C'était donc mon premier shoujo, mais surtout mon premier clamp. Alors, un récit d'aventure plein d'action, malgré quelques profils efféminés. On se replace en 95, j'avais 14 ans, personne n'a jamais lu ça avant, les codes sont nouveaux, le seul shoujo sorti avant ça c'était Candy Candy en 93. Heureusement qu'il y avait des bonnes scènes d'action, ce qui m'a fait acheter tous les tomes. En 1995, c'est également Vampire Miyu. Alors oui, encore un shoujo en vrai, j'aurais dû faire un rétro shoujo, car j'en ai consommé énormément plus jeune, sauf que je ne le savais pas. Édité par la mystérieuse maison d'édition Samurai, je découvrais encore un nouveau style graphique très épuré, voire poétique, avec son trait léger et les effets papy buvard qui mettaient une ambiance assez exceptionnelle à ce récit de vampire des plus originales. En 1995, il y a également Azate Dance, ou ma première désillusion, mais pas que je n'ai pas aimé, au contraire, j'avais apprécié mes lectures, m'étant procuré toute la série, sauf que cela ne correspondait pas du tout à mes attentes. Pour tout vous dire, j'espérais retrouver un récit à la Video Girl Eye. Ne cherchez pas, le rapport en vrai, il n'y en a aucun, sauf que Tonkam vendait la licence d'Azate Dance comme un titre avec de l'érotisme, et c'était vrai. Je n'ai pas été floué par les vendeurs, sauf qu'on était graphiquement, sensuellement et narrativement très loin de ce que proposait Masakazu Katsura avec Video Girl Eye. Pour rappel, je n'avais que 14 ans. En 95, Elementalist. Alors, un titre qui m'a toujours intéressé esthétiquement, mais dont le prix m'a également rebuté. Le format mettait pourtant en avant l'aspect graphique de l'œuvre, mais j'ai jamais lu. 1995, Gun. Alors, je me demande parfois si pour un lecteur de 2022, les ressentis sont les mêmes que pour un lecteur de 95, sachant qu'entre-temps, le public a goûté à de nombreuses autres choses, qu'elles soient littéraires, à travers le cinéma, voire les jeux vidéo. De mon côté, Gun m'a chamboulé. Et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. L'univers cyberpunk, bien crasseux, la badassitude de Gali, la violence, le destin de Hugo, le motorball, tout et rien que le dessin. Puis je crois bien que c'était la première fois que le mot berserk se présentait à moi. Oui, il y a peut-être le goût de la nostalgie d'une époque, lorsqu'on repense à l'ambiance de cette œuvre, ça reste un chef-d'œuvre, même si pour certains ça a peut-être mal vieilli.
1995 avec l'Habitant de l'Infini dans une première édition sobre qui se révélera être mon premier manga de samouraï avec Kenshin le Vagabond. Mais Hiroaki Samura proposait une touche graphique inédite et brute où on a l'impression que tout est dessiné au fusain et avec une énergie folle. C'est le premier manga où je m'attarde autant sur des doubles pages fantastiques et où je regrette, mais un truc de malade, le manque d'espace entre les pages pour profiter pleinement des planches à leur juste valeur. Des doubles pages qui pourraient presque paraître brouillonnes tant le trait est généreux en détail et en caractère. Puis le récit de ce Ronin immortel est juste dingue. C'est aussi ma première frustration en termes de choix éditorial, puisqu'ils changeront leur charte graphique pour une plus moderne, plus flashy, qui ne se mariait hélas pas avec la première édition. En contrepartie, elle nous offre de superbes illustrations en première de couverture. 1995, c'est également Gone. Alors cette année est assez incroyable. En termes de pattes graphiques, la découverte de ce petit dinosaure faisant la misère à tout notre bestiaire, mêlant le candide et le forte-tête, il martyrisera les plus forts, et tout cela sans une bulle. Voilà, les dessins ultra détaillés des animaux, de leurs expressions caricaturales lorsqu'ils se retrouvent face à ce petit monstre qui est Gon, c'est juste sublime et les paysages ne sont pas en reste. Aujourd'hui, je me suis pris la version italienne qui propose entre nous la meilleure version disponible en coffret. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a aucune bulle, ce qui rend la lecture de ce magnifique et drôlissime manga universel. D'ailleurs, c'était énorme de retrouver ce personnage de manga dans le jeu vidéo Tekken 2. Bien sûr, j'étais le seul de mes amis à avoir la ref. En 1995, il y a L'Homme qui marche. Je découvre Jiro Taniguchi avec ce titre dans la médiathèque de ma commune. J'ai été subjugué. Une nouvelle fois, les bulles ne servent pas à grand chose car nous sommes dans la contemplation d'un homme qui marche et qui s'extasie des petits riens de la vie desquels nous faisons plus attention dans notre quotidien. Un style graphique à part en comparaison des autres mangas que j'ai lus avant. 1995, c'est aussi Crying Freeman. Alors d'abord paru en 2 tomes par Glénat, je découvre l'assassin charismatique au corps sculpté et tatoué d'un dragon chinois qui à chaque fois qu'il tue une victime pleure. Je tombe sous le charme du style graphique du mangaka Ryuichi Ikegami, de son coup de crayon, tout en étant sous le charme de cet anti-héros romantique trop badass. La série sera abandonnée à l'époque, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, puis ce fut plus clair lorsque la maison d'édition Kabuto a repris la licence et édité les 10 tomes que font la série. Il faut reconnaître que niveau scénario, c'était un niveau en dessous. Entre temps, je mettais la faute sur la qualité des animés, que j'estimais pas à la hauteur de l'œuvre, mais en vrai, j'avais des œillères. Puis je pense que le grand public est tout simplement passé à côté. Ces 2 tomes étaient bien les meilleurs de la série et ils seront repris la même année par le réalisateur Christophe Gans. En vrai, je ne sais même plus si j'ai d'abord lu le manga ou si j'ai vu le film avant. Christophe Gans aura apporté le meilleur du cinéma hongkongais en France grâce à sa collection HK Vidéo, tout en la mettant en évidence grâce à son magazine sur le cinéma de Tsui Hark, de John Woo, de Jet Li, de Samong et d'autres comparses. Mon plus grand regret est de m'être débarrassé de tous ces magazines lors d'un déménagement, alors qu'ils m'ont apporté tant de culture sur le cinéma asiatique. Forcément, j'ai fini par me diriger également vers le cinéma japonais, où je découvrais dans des rétrospectives de nuit, dans un cinéma d'Odéon à Paris, des films d'Akira Kurosawa comme Rashomon ou des marathons sur Baby Cart et de Zatoichi, le samouraï aveugle, pour ne citer que. Quelle époque où on nous autorisait de fumer des bédos dans la salle pour ensuite profiter des petits déj à la fin des séances au petit matin. Bref, il a été annoncé que Ryuichi Ikegami serait à l'honneur avec de nombreuses rééditions. Moi qui ai revendu toute ma collection de l'auteur, trouvant les collections trop vieillissantes, puis un peu comme Slam Dunk et Rakai Blues, j'ai parié, il y a 2 ans maintenant, sur de prochaines rééditions. On va dire que j'ai le nez. Voilà. J'espère seulement qu'on aura l'occasion de découvrir la suite des séries du mangaka qui ont été stoppées chez nous. En 1995, il y a les éditions Samouraï avec Adepolis. Alors je n'ai plus trop souvenir du récit, si ce n'est que c'est un one-shot, mais on reste dans un récit post-apo bien cyber. C'était un peu la tendance de l'époque. En tout cas, il ne m'aura pas plus marqué que ça, si ce n'est que la couverture me fera penser rétrospectivement au film d'animation Jinro, La Brigade des Loups. En 95, toujours dans les éditions Samouraï, il y avait Dark Wirbel. De souvenir, on était dans un monde d'heroic fantasy avec une jolie elfe noire. Peut-être les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui un manga ecchi+. Voilà. Alors que c'était considéré comme un hentai hier. Enfin, de mémoire, c'est pas un truc de fou, seule une scène me revient en mémoire, bien que la licence sera rééditée par Manga X 3 ans plus tard.
Toujours chez Samouraï en 95, il y a Conspiracy, donc un recueil d'histoires courtes du maître Yujin, qui à l'époque était un peu la référence du hentai censuré, si je puis dire. La série sera abandonnée au second tome alors qu'elle en comptait 6. J'ai encore le tome 1 avec Kami X. On reste avec les éditions Samouraï en 96. Génocyber qui ne m'avait pas plus inspiré qu'Alipolis à l'époque, alors j'ai pas lu. En 93, il y a également King of Fighters et Metal Hunter D. Alors, elles seront abandonnées après leur premier tome, alors qu'ils en comptaient 3. Voilà, il faut dire que ce n'est pas par leur qualité graphique qu'ils auront brillé, bien que je soupçonne surtout que la maison d'édition est coulée après avoir édité la licence de trop, mais on va y venir. Il y a également eu Kaori Paradise de Yui Toshiki. Alors il faut savoir que ce mangaka, ce n'est pas n'importe qui. Perso, je l'apprécie beaucoup, même si je suis passé à côté de nombreuses de ses séries, dont la spécialité sont les comédies romantiques, science-fiction, fantastique, ecchi, comme Haiti, Kirara et Kagome Kagome. Mais surtout, et c'est mon plus grand regret, de ces recueils hentai Hot Tales. Alors si vous savez combien j'ai fantasmé bébé sur ces illustrations, bon, aujourd'hui je les ai. Alors oui, il se fera remarquer en tant que mangaka hentai à l'imagination débordante, ne se privant pas d'exploiter des situations surréalistes avec des femmes sublimes et parfois hermaphrodites. Ces deux derniers hentai parus chez nous, Loli Loli et My Sister Plus, dans la collection Hentai sans censure de Taifu Comics, sont à mon goût deux masterclass, deux incontournables pour tout consommateur qui se respecte. Mais quand je dis que ce n'est pas n'importe qui, il est le précurseur de l'utilisation du numérique dans le manga. Il formera d'ailleurs Hiroya Oku dans ce domaine. On parle de l'auteur de Gantz là. Un jour, je vais craquer et chercher activement tous les titres qui me manquent pour ma culture perso. 1996, c'est Berserk. Il me semble que le début de la fin viendra avec cette licence pour Samurai Edition. C'est un titre de Dark Fantasy qui nous apparaît un peu comme un ovni, car seul un tome paraîtra. Aujourd'hui, je devine que la maison d'édition Samurai a dû mettre les clés sous la porte, car ils ont dû se faire attraper par les ayants droit. Il nous paraît évident qu'ils n'ont jamais eu le droit d'exploitation de Berserk, voire des autres licences qu'ils ont exploitées. Bon, en vrai, j'en sais rien. En fait, ce sont un peu les ancêtres des Scantrad, et quelque part nous devrions les remercier de nous avoir fait découvrir cette œuvre en avant-première avant que Dynamix Vision récupère les droits. Ce dernier stoppera également la série, mais au bout de 6 tomes, certainement pour cause de faillite avant que Glénat édite l'intégralité de l'œuvre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un chef-d'œuvre de la Dark Fantasy. Ce qu'aurait pu être, en 1996, Bastard. Alors, dans son genre, cette licence bénéficiait d'une aura particulière, sa renommée arrivait jusqu'à nous au même titre que Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, et ce pourquoi j'ai toujours cru que c'était un shonen d'ailleurs. Dommage que le manga se soit perdu en route. Techniquement, ça devenait incroyable. Avec la maîtrise du numérique, le mangaka avait de nombreux projets, comme reprendre toute sa série pour la Glow Up, voire la Full Color. Seulement, son récit est parti dans un délire. Les derniers tomes se sont espacés d'année en année, et depuis, on n'a plus de nouvelles. Ni du mangaka, ni de son manga, qui se dit toujours en cours, alors qu'il donne l'impression d'avoir été abandonné. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine ou deux, ils ont parlé d'une réadaptation animée de la licence en 2022 sur Netflix. Cela ouvrira peut-être d'autres perspectives à sa licence dans les temps à venir. En 1996, il y a Gunsmith Cats. Aujourd'hui, on qualifierait cette série de ecchi, alors qu'à l'époque, l'héroïne Raleigh était juste trop sexy. Elle formait un duo de détectives privés avec une experte en explosifs, mais c'est vrai qu'à l'époque, cette dernière me mettait un peu mal à l'aise avec son corps de jeune fille et les rapports sexuels qu'elle avait avec un mec plus âgé. Mais bon, elle est aussi là pour contraster avec la badass et plantureuse Raleigh, à la peau dorée, expert dans le maniement des armes. Elle aura une relation, elle, plus ambiguë avec un ténébreux as du volant. J'adorais cette série à la plastique irréprochable, à cet amour des armes à feu et des beaux bolides. Je serais curieux de relire la série dans cette dernière édition afin de voir si ça a bien vieilli ou pas. En 1996, il y a Ghost in the Shell, peut-être le film d'animation le plus connu par le grand public avec Akira, et ce certainement dû à son exploitation cinéma. J'omets volontairement les films des studios Ghibli qui seront un game changer auprès du très grand public. Aujourd'hui encore, pour certains, le manga c'est le catalogue des studios Ghibli et les dessins animés du Club Dorothée. Enfin bon, le manga est paru en 4 tomes, format BD rigide, et aujourd'hui nous profitons d'une version perfecte, assez incroyable, que je me suis procurée il y a peu. Car au début je pensais me contenter de la version numérique. Je ne sais pas qui ne connaît pas Ghost in the Shell,
ne serait-ce que de par son adaptation live au cinéma. C'est un univers cyber avec des hackers et de la géopolitique. C'est une lecture qui pouvait s'avérer plus complexe que d'autres, mais toujours incroyablement mise en valeur graphiquement par son auteur Masamune Shirow. Vous l'avez compris, le même mangaka que Appleseed. En 1996, il y a Sanctuary, d'abord édité par Glénat, mais une nouvelle fois abandonné au bout du second tome. C'est de nouveau Kabuto qui reprend la série en 12 tomes, peut-être un des meilleurs titres du mangaka qui met en scène deux fortes personnalités, dont l'un va gravir les échelons des Yakuza et l'autre celui des politiciens, afin qu'ils réalisent leurs plans en commun. Je n'ai pas dit avant, mais le domaine de prédilection de Ryoshi Kegami est celui des Yakuza qui ont un certain sex appeal. En 1996, il y a EQ. Alors j'ai lu le premier tome il y a fort longtemps en magasin, mais je n'ai jamais continué alors que ça en aurait valu le coup. J'avais beaucoup aimé ma lecture qui contait l'histoire d'un petit bonze, prince illégitime, qui se dressera contre l'autorité et les bonzes d'origine noble. Aujourd'hui, je regrette de ne pas m'être procuré l'édition de 2004, que je trouve superbe dans son grand format rouge. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il me semble qu'une réédition a été annoncée il y a peu. Je croise les doigts pour que celle-ci soit à la hauteur de la licence. En 1996, il y a Mother Sarah, dessiné par le mangaka à qui l'on doit le très beau one-shot Le Cheminot, et scénarisé par Kazuhiro Otomo himself. Mother Sarah est le genre de série qui m'a toujours fait de l'œil, mais que je ne me suis jamais acheté, peut-être à cause de son format BD cartonné qui en faisait un produit relativement cher. Un format similaire à ce que faisait Glénat, mais c'est bien Delcourt qui a édité Mother Sarah. C'est d'ailleurs certainement dû à leur histoire dans la bande dessinée franco-belge que ces éditeurs nous proposaient des formats BD dès que ça leur paraissait être un récit plus adulte. J'ai eu la chance qu'un abonné me propose l'intégrale après en avoir parlé lors d'un live que je regrettais de ne pas m'être procuré dans le passé. Lors d'un live que je regrettais de ne pas me l'être procuré dans le passé. Autant le lettrage a pris un coup de vieux, autant les pages couleurs de cette œuvre sont magnifiques. Parfois mon nez me dit que c'est le moment de la revendre, avant qu'une réédition soit annoncée. Et d'un autre côté, je lui trouve un certain charme à cette édition, malgré ses petits quelques défauts, un peu à l'image de l'édition couleur de Akira, dont je n'arrive pas à me séparer, alors que je possède dorénavant celle qui reprend la version originale avec son coffret. Néanmoins, je guette une réédition potentielle qui remettrait au goût du jour cet excellent récit post-apocalyptique. 1996, c'est aussi Le Trou Bleu. Alors, c'est une série en 2 tomes pour laquelle je ne me suis jamais arrêté dessus lors de sa sortie, mais qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui avec sa réédition Blue Hole ainsi que sa suite Blue World. A noter que sera édité en 2012 un autre manga de l'auteur qui sera considéré comme le plus cher de tous les temps en France, 2001 Night Stories. En ce qui me concerne, Blue Hole, je me suis téléchargé le tome 1 en version numérique, histoire de me faire une idée plus précise de la licence et du mangaka. En 1996, il y a Riot. Alors, Glénat continue de proposer ses seinen au format BD cartonné. Je vous avoue n'avoir jamais pris le temps de m'intéresser à ce manga post-apo, peut-être à cause du caractère design du personnage sur la couverture. Bref, je ne peux pas vous en dire plus, je suis passé à côté. En 1996, Le Chien Blanco, d'abord sorti en 2 tomes chez Casterman, ce manga de Jiro Taniguchi m'aura captivé à la lecture du seul premier tome que j'ai lu en médiathèque, où l'on suit un loup ou un chien-loup, je ne sais plus, mais voilà l'action qu'il y a dedans où tous les chasseurs cherchent à le descendre alors que lui n'a qu'un seul but que je ne vous dirai pas. J'avais adoré surtout que ça tranchait, mais carrément en comparaison à L'Homme qui marche, qui était mon premier coup de cœur de l'auteur. Par la suite, la série comptera 4 tomes réédités dans la collection Saka. Et je me dis que je serais curieux de les lire, d'ailleurs il me semble les avoir lus dans ma médiathèque, donc fort possible que je me fasse plaisir en espérant retrouver la même adrénaline qu'auparavant. En 1996, il y a Don Giovanni et le robot de l'espace. Ce sont 2 œuvres éditées aussi par Casterman que je n'ai jamais lues et qui ne m'ont jamais intéressé. Peut-être à tort, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient apporté quelque chose au paysage manga en France. Turco, cette licence fait aussi partie de ces mangas qui ne m'ont pas spécialement donné envie de m'attarder dessus. Une nouvelle fois, peut-être à tort, je ne sais pas, si vous l'avez dans votre mangatech ou que vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et s'il vaut le coup. En 93, il y a Armageddon, Angel Dick, Red Hawk, ce sont les premiers manhwa, donc mangas coréens, édités en France, du moins de ce que j'en sais. Je vous avoue n'avoir jamais été intéressé, même si à l'époque, il aurait fallu avoir le nez pour capter que ce n'était pas japonais.
ou juste prendre le temps de s'attarder sur le nom des auteurs. Pourtant, ce sont des lectures qui auraient pu me plaire. Je ne peux pas vous dire pourquoi je ne me suis pas laissé tenter. Peut-être le style graphique qui me semblait pas assez mature à l'époque. Voilà. En vrai, j'en sais rien. Par contre, rétrospectivement, on voit que les maisons d'édition ont cherché à nous douiller un petit peu avec des licences encore moins chères que pas chères pour surfer sur la clientèle manga. En 96, il y a Version. Alors voilà par contre un titre que j'aurais bien aimé lire, un titre axé science-fiction, de ce que j'ai compris, mais hélas, un seul tome est sorti sur les 3 que compte la série au Japon. On peut voir que la maison d'édition Glénat, qui est pionnier dans l'édition du manga en France, était encore instable et qu'il abandonnait des séries peut-être un peu trop vite avant qu'elles n'aient eu le temps de trouver leur public. Oui, je pense aux œuvres de Ryuichi Ikegami, donc Crane Freeman et Sanctuary. 1996, il y a Tokyo Babylon. Encore une fois, je vous parle d'un shoujo, mais qui n'avait rien de tel pour moi à l'époque, même si je trouvais très troublante la relation de notre jeune héros exorciste avec un autre homme, à savoir s'il était un ami qui devenait de plus en plus proche ou juste un antagoniste. Difficile à mettre le doigt sur cette relation ambiguë qui se révélera à l'avenir être une marque de fabrique de nombreux shoujo. Aujourd'hui, c'est clairement mon shoujo préféré, je l'aime beaucoup, je serais content s'ils annonçaient bientôt une nouvelle réédition de cette licence qui a aussi pour rôle de devenir un spin-off apportant un vrai background au manga X de Clamp. S'il pouvait sortir une magnifique édition plus proche de la première édition qui était un plus grand format que la seconde. En 97, il y a les aventuriers de la 5e génération du manhwa, de bastons en couleur et trop stylé. En vrai, je suis étonné que ce genre n'ait pas eu plus de succès car c'était beau et ça envoyait du lourd. C'était super rythmé. Enfin, peut-être que ça a souffert d'une faible distribution, je ne sais pas, ou que le public ne voulait que du japonais. En 97, il y a Fleur de Pierre, un nouveau format BD publié en 3 tomes qui portait sur la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, un format trop cher pour mon jeune âge, et pour beaucoup je pense, et dont le thème ne m'intéressait pas forcément, j'avais l'impression d'en bouffer suffisamment au collège. Aujourd'hui, je serais curieux de lire ce titre, qui était édité par Vent d'Ouest, et à part la seconde édition de EQ, je crois n'avoir jamais vu d'autres mangas édités par eux. Celle-ci ressemble à s'y méprendre à ce que proposait Glénat. En 97, Kurogan, une série que j'ai adorée en 2 tomes, encore une fois un format BD de chez Glénat qui à mon avis n'aura pas aidé le public à découvrir cette œuvre. J'ai souvenir de m'être procuré ces 2 tomes à petit prix quelques années plus tard, mais pour la simple et moins bonne raison que parce que la série a été abandonnée alors qu'elle comptait 5 tomes parus au Japon. Mais je devine que Glénat commence à prendre conscience d'un truc, puisqu'on ne verra plus ce genre de format à l'avenir. 1997, Next Stop sera lui aussi abandonné au bout de 2 tomes alors qu'il en comptait 7. Le format était le même que celui de Version. Hélas, il n'aura pas non plus trouvé son public. Il faut croire que les grands formats manga, pour mettre en valeur les seinen, marchent pas mieux que les formats BD. Et ce n'est pas Reka qui, en 1997, changera la donne malgré la qualité de l'œuvre. Elle sera abandonnée au bout de 5 tomes alors qu'elle en comptait 12. Je vous mets devant le truc, tu découvres le titre quelques années plus tard et il te plaît beaucoup, mais tu te rends compte que la série n'aura pas de fin. Jamais tu as envie d'investir dans les autres tomes et c'était un grand format épais donc pas donné. À l'époque, j'ai eu l'occasion de lire un tome, pas plus. On parle du dessinateur de Dragon Quest pour Emblem of Roto. En 1997, c'est également Z ou Rujin Z qui prouvera qu'un one-shot ça peut être moins risqué, bien que je ne sois pas sûr qu'il y ait plus de succès dans ce même format que celui de Version ou de Next Stop. Certes, peut-être que l'aura de Kazuhiro Otomo aura aidé le titre, mais je n'en suis pas si sûr. Pour ma part, c'est surtout à travers l'animé Rujin Z que j'ai connu cette œuvre. En 1997, La vie de Bouddha, le manga d'Osamu Tezuka qui aura été une révélation pour moi. Autant j'ai grandi avec les animés du Roi Léo, d'Astro Boy, de Princesse Saphir, et tout autant je n'ai jamais accroché plus que ça ces licences en manga et Blackjack en tête de liste. Mais à ma lecture de La vie de Bouddha, j'ai eu cette impression qu'un nouveau pan du manga s'ouvrait à moi. La série avait déjà sorti ses 8 tomes lorsque j'ai découvert le premier, qui n'était finalement que le préambule du récit épique de Siddhartha. Malgré ses dessins au premier abord vieillots et enfantins, je me laissais porter par une narration captivante et mouvementée pour ensuite embarquer dans la fresque de toute une vie et plus encore. J'ai été conquis, aujourd'hui la licence est uniquement disponible en 4 tomes dans sa version Prestige chez Delcourt Tonkam.
1997, il y a Zetman de Masakazu Katsura qui nous propose un one-shot autour d'un super-héros à l'image d'un Batman, ou devrais-je dire d'un anti-héros plus organique, voire hybride. Le mangaka n'a jamais caché son admiration pour Batman, d'ailleurs on retrouve des clins d'œil de l'auteur dans Video Girl Eye, puis ce one-shot est le prémisse de sa future et dernière série en date du même nom, Zetman. En 1997, il y a 3-3 Eyes. Quel manga! Je pense qu'il serait temps de penser à une réédition, bien que ce soit une série en 40 tomes. Oui, aujourd'hui, ça fait tiquer ça. Perso, je me contenterais volontiers d'une sortie numérique. Ce serait même parfait d'un point de vue ergonomique, mais surtout de gain de place. Une série avec une ambiance si particulière, est-ce une nouvelle facétie de ce qu'on appelle nostalgie? Je ne sais pas, faudrait que je relise cette œuvre, peut-être un chouïa trop longue, mais qui avait une véritable saveur avec Yakumo en tant que protecteur immortel de la jolie paille, qui allait se confronter à de nombreux dangers au cours de leur périple. Cette ambiance japonaise des années 90 est juste magique lorsque cela exploite l'exorcisme. Allez, ça vaut bien une deluxe ou une perfect, ou ce que vous voulez. En 1998, il y a Michael le chat qui danse, le premier manga en France où un chat est le personnage principal. Et vu l'engouement des youtubeurs pour les chats, Glénat devrait repenser à rééditer ce titre qui était très sympa, axé sur le tranche de vie et l'humour. 1998, c'est aussi l'histoire des trois Adolphes. Après la somptueuse découverte du manga La vie de Bouddha, c'est un nouveau titre que je découvre après avoir été freiné par la rupture du tome 1 ou 2, je ne sais plus. Fort heureusement, j'ai découvert la série en 2003 et la seconde édition comblera le tome en rupture en 2004. C'est avec cette licence de Osamu Tezuka, éditée par la maison d'édition Tonkam, que je me retrouve pour la première fois confronté à ces tomes en rupture de stock. Les spéculateurs n'étaient pas encore là, mais le vent tourne et ils feront leurs armes lorsque les Deluxe de Bouddha et Adolphe auront des tomes en rupture. Sinon, je n'ai pas besoin de le dire, ce manga en 4 tomes m'a tout autant bluffé dans son genre. Vous pouvez la retrouver en 2 tomes dans son édition Prestige chez Delcourt Tonkam. 1998, c'est également Macross 7 Crash. C'est un shonen, autant Robotech c'est mon enfance et Macross Plus ma jeune adolescence, autant à chaque fois que je feuilletais ce manga, je n'étais pas poussé à le lire ou même l'acheter. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, je ne sais pas. Si vous avez un avis sur cette licence, qui n'est pas un seinen, je vous l'accorde, je serais curieux de vous lire dans les commentaires. Quelque part, je crois que c'est parce que ça s'éloignait trop justement des 2 animés que je vous ai mentionné plus tôt que je ne me suis pas attardé dessus. En 1998, il y a Pineapple Army, ou le premier manga dessiné par Naoki Urasawa, un nouveau grand format abandonné au bout du premier tome alors qu'il en comptait 10. Pour être honnête, il ne m'a pas laissé une forte impression, c'était moyen, bien que je serais curieux de le relire aujourd'hui maintenant que nous connaissons mieux le mangaka. 1998, c'est également Mermaid Forest. On retrouve la mangaka Rumiko Takahashi dans un seinen, dans des récits sombres où l'on suit Yuta immortel après avoir ingéré de la chair de sirène. Seul ce tome est sorti à l'époque, et ce n'est que récemment que nous avons eu le droit à une réédition avec un second tome qui traite de l'intégralité de la série, qui en comptait 3 au Japon. Pour le coup, j'ai redécouvert l'œuvre avec cette réédition et j'ai beaucoup aimé ma lecture, avec le seul regret que ça méritait bien un autre tome, mais que ce n'est hélas pas d'actualité du côté de la mangaka de continuer à faire vivre cet univers. 1999, le journal de mon père. Avec ce titre, on sent que Jiro Taniguchi jouit d'une certaine renommée en France. Si ce n'est pas encore du très grand public, l'édition proposée ressemble à ce qui se fait dans la BD franco-belge. On peut sentir l'intention des éditeurs de toucher un nouveau public, celui de la bande dessinée, étant donné que le style graphique de l'auteur s'y prête. Et je pense que ce sera avec succès, puisque cela se confirmera à l'avenir avec ses autres titres, dont Le Quartier Lointain. 1999, Golden Boy. Cette licence s'était déjà fait remarquer avec une adaptation animée, seulement les éditions Dynamique stopperont la série au bout de 3 tomes. Il faudra attendre que la licence soit récupérée par Tonkam pour pouvoir se procurer la série dans son intégralité. Une édition qu'il ne fallait pas louper concernant ce jeune homme candide, prêt à sauver le monde en abandonnant tout amour propre. Un manga 100% humour et 100% ecchi, qui est hélas très compliqué de trouver en intégrale aujourd'hui puisque jamais réimprimé depuis par Tonkam. 1999, Stratège, une œuvre que la plupart des amoureux de Kingdom auraient adoré lire car cela parle de stratégie de guerre et plus particulièrement de la défense d'un siège. Un homme seul va réussir à faire la différence pour former une population au danger d'une invasion armée du grand Hideki Mori, que je regrette aujourd'hui d'avoir vendu, ne voyant toujours pas de rumeur d'une réédition à venir.
1999, Spirit of Wonder. Alors, c'est avec ce one-shot édité par Casterman que nous ferons la connaissance du mangaka Tsuruta, à qui l'on doit la série Emanon, actuellement éditée par Kion Latitude. Pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de lire Spirit of Wonder, qui semble flirter avec le genre steampunk très à la mode au Japon. 1999, il y a Getter Robo Go, paru chez Dynamix, une licence qui m'a véritablement plu. Seulement, elle sera interrompue au bout du 5e tome, alors qu'elle en comptait 7 au Japon. Il me semble que les seules licences qu'ils ont réussi à éditer en intégrité sont les shonen, Cobra et Devilman, avant de tout simplement faire faillite. Voilà. En 1999, Tough, édité par Tonkam, ce qui ressemble d'abord à un énième manga de baston, se révélera être la référence du manga de baston en France, voire de MMA. Au fur et à mesure des tomes mis en valeur par un mangaka fan de la discipline, après 42 tomes dont la qualité graphique n'a cessé de s'affiner, elle sera suivie d'une seconde série de 39 tomes du nom de Free Fight et qui appellera à une nouvelle suite, Tough Kaden, ou l'homme qui succède au dragon, avec 23 tomes en cours au Japon, que j'ai d'ailleurs décidé de me procurer d'ici peu, puisqu'il ne semble pas être dans les plans de Delcourt Tonkam d'acquérir les droits de la dernière série de Tetsuya Sawatari. Et pour finir, en 1999, il y a également Family Compo, c'est la série post-City Hunter de Tsukasa Ojo, qui en changeant de magazine de prépublication change de ton, avec un titre plus tranche de vie, qui joue sur les ambiguïtés d'une famille transgenre avec humour, voire du romantisme, ce qui est toujours un peu particulier lorsque cela concerne la cousine ou le cousin. Voilà, une très bonne série d'abord éditée par Tonkam, puis rééditée par Panini dans une belle édition, mais également disponible en numérique. Et on s'arrêtera là pour cette première partie des vidéos rétro CNN. J'espère qu'elle vous aura plu, voire intéressé. Je compte sur vous pour être présent pour la seconde partie, sachant qu'il y aura l'année 2003. Et la vidéo rétro shonen l'a déjà prouvé, cette année du manga en France est juste folle. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Ciao!